Bienvenue dans ce numéro de décryptage. Je le reprécise à nouveau, le décryptage qui prend la place de votre débat fer croisé qui devient une grande tribune que vous aurez à suivre, tribune contradictoire, que vous aurez à suivre sur les télévisions une fois la semaine. Cette fois-ci, c'est bien le décryptage. Alors, au menu, des blocs au parti. La réforme du système partisan fera-t-elle date? C'est l'interrogation essentielle au menu de ce numéro de décryptage qui réunit ce matin Jules-Léandre Kitty, analyste politique bien présent. Bonjour. Bonjour Loris, bonjour aux amis téléspectateurs et auditeurs. Et bien face à vous, Cyriaque Dekenon, il est journaliste, il est directeur de publication du quotidien Émergence Info. Bonjour Cyriaque. Bonjour Loris, bonjour Jules-Léandre Kitty. Un quotidien qui commence à me séduire de jour en jour. Merci beaucoup. C'est important d'encourager Merci d'encourager les jeunes frères. Les jeunes frères. Voilà, le décryptage démarre par des fleurs jetées à l'autre. Ce ne sont pas des fleurs fanées. Merci Jules. Respectueux des tests de la République, eh bien, les politiques béninois s'organisent d'une chapelle à une autre pour se conformer au nouvel arsenal juridique qu'il est bien inutile de vous rappeler, la charte des partis politiques et le nouveau code électoral. La charte des partis politiques qui exige justement la constitution des grands partis et non des alliances que nous avons commencé à enregistrer depuis quelques semaines déjà. L'UDBN, le parti UDBN, puis après les progressistes et ce week-end, le dernier d'ailleurs, les républicains et autres justement. Il n'y a pas que ça. Et oui, j'ai bien dit, et autres. Et il y en aura davantage. Enfin, c'est pas un souhait, puisque l'opposition ne s'est pas prononcée encore. Il y aura peut-être un ou des blocs de l'opposition, qui sait. Alors, cette réforme fera-t-elle date? C'est la question que je me permets de poser à Jules-Léandre Kitty et Cyriaque Dekenon ce matin. Mais avant, on se doit de remonter à, je dirais, 48 heures pour voir de quoi retourne l'actualité. Et oui, il y a eu une grosse mobilisation, je ne vous apprends rien, à Parakou et aussi à Calavi. Jules. C'est tant mieux pour le jeu politique, c'est tant mieux pour la fièvre électorale dans la perspective des élections législatives de 2019. Et donc, pour être plus précis, après la grande messe des progressistes à Cotonou, au stade de l'Amitié, et bien sûr, ce sont les membres fondateurs du bloc républicains qui sont retrouvés dans la cité des Koburu pour donc faire leur congrès constitutif. Première observation, que dans la forme, ça a été le scénario identique à ce qui s'est passé au stade de l'Amitié, même dans l'agenda du congrès. Bon, ça ne surprend pas. Identique sur quel plan? Non, mais dans le déroulé, je me suis amusé à regarder les différentes séquences et tout. Ça a été la même chose avec les mêmes personnes parce que les républicains étaient venus soutenir les républicains en gestation étaient venus soutenir les progressistes qui sont nés juste avant. Et les progressistes qui ont rejoint la manivelle maintenant. Voilà. Et puis, ça a été un peu comme deux jumeaux nés avec une différence de jour. Je ne sais pas si ça a déjà existé sur le plan biologique, mais je pense que sur le plan politique, parce que c'est la même famille. Alors, dans la forme, l'autre observation, l'autre détail qui est très très important, eh bien, c'est que une polémique qui n'en valait pas vraiment la peine, qui était née du fait qu'on ait appelé au cours de la cérémonie d'ouverture du congrès constitutif des progressistes, le nom de certains partis politiques se réclamant de la mouvance présidentielle pourtant, mais dont les représentants n'étaient pas venus. Qui n'auraient pas d'ailleurs répondre. Très bien. Alors, j'ai pu observer qu'au niveau de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, de Mme Claudine a été très clair. Il n'y avait pas eu d'invitation. Et ça, c'est responsable de ne pas répondre à une invitation qui ne vous est pas adressée. Le PRD a fait de même. Alors, j'ai observé qu'il y a eu à Parakou un représentant de l'UDBN, notamment le porte-parole, le secrétaire général adjoint, M. Gildas Aizanon, à la tête d'une forte délégation de l'UDBN, qui est allé là-bas et qui a pu faire son discours, et un discours qui est d'ailleurs très très structuré. Il en a de même pour d'autres partis aussi. Très bien, d'autres partis qui étaient venus, même le PRD. Alors,
pour moi, c'est plus élégant qu'on passe à ces choses-là. Donc, la plus-value au niveau de Parakou, c'était ça. Et j'ai noté également qu'il y a d'autres jeunes qui ont marqué à partir de ce congrès leur entrée, on dira triomphale, dans l'arène politique. Et nous devrons avoir des raisons supplémentaires d'en être fiers parce qu'ils sont journalistes. J'ai vu un Charles Tokor, président du comité d'organisation, qui au lieu de faire un discours donc du président du comité d'organisation, qui retrace donc les péripéties ayant marqué les préparatifs, est rentré dans, m'a montré plutôt quelqu'un qui s'est cultivé politiquement. Il avait des références qui montraient que, bon, le journaliste... Il n'y a pas eu que Charles Tokor, il y a eu Malik Goumina, voilà, qui également, c'est pourquoi je m'en réjouissais, mais que c'est l'ère des journalistes qui devrait, parce que le journalisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bon tremplin, et alors un bon pour aller en politique. Eh bien, on a vu en France beaucoup d'autres personnes comme ça. Donc, la messe de Parakou, pour moi, ça ouvre maintenant un vrai débat. C'est-à-dire que les congrès sont faits. Vous exprimez la conversion de ces journalistes comme si vous n'en étiez pas aussi, vous. Bon, écoutez, je vous ai dit... Non, attendez, je suis en train de parler des autres. Oui. Je suis pas là pour être, pour parler de ma personne, mais si vous voulez que j'en parle, je vous ai dit ici, et ça fait des années, ça fait des mois, et probablement que ça fait des semaines aussi, que je vous ai répété que inévitablement, vous verrez du Jules Léandre Kitty dans l'arène politique au Bénin, mais je dis, je me prépare petitement, je fais mes petits pas pour que je ne rentre pas véritablement de plein pied en politique comme un parvenu, pour que je n'y vais pas en villégiature, parce que la politique, c'est pas pour les enfants de cœur. Il faut savoir en décoder les méandres. C'est donc annoncé, Jules l'a dit. On l'y attend alors, pas dans très longtemps. Ben, il n'y a pas de souci. C'est comme si c'est déjà fait. Cyriaque Dekenou, le week-end en politique. Non, bon, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que l'enfant est né. Vous voyez, Julie voyait un déroulé identique. Bon, au fait, vous savez, ce qu'il y a et qu'il faut retenir, vous savez, le congrès des progressistes a lieu, de l'Union progressiste a lieu à Cotonou, et il y a eu une forte mobilisation. Mais ce qui, quand même, disons, a beaucoup plus marqué et attiré l'attention des uns et des autres, ce qui concerne le congrès du bloc républicain, c'est le fait que vous voyez la distance Parakou-Cotonou, c'est près de 420 km. Ah oui. Mais pourtant, les gens ont effectué les déplacements. Et l'autre aspect de la chose, c'est que au niveau du bloc républicain, ils ont su quand même, disons, réussir à inviter les formations politiques partenaires. Il y avait eu une polémique inutile qui était née quand même, disons, juste au lendemain du congrès de l'Union progressiste, c'est que des gens n'avaient pas accusé réception des cartes d'invitation. Vous voyez, les formations politiques partenaires. Mais en ce qui concerne le bloc républicain, ils se sont arrangés pour que les uns et les autres accusent quand même, disons, réception de la carte d'invitation. J'ai vu un Raphaël à Cotegnon représentant le PAD qui était quand même, disons, au président, mais qui a tenu un très bon discours. Le dernier aspect de la chose qui, moi, particulièrement, m'a également aussi marqué, vous savez, il y a eu près de 30 000 personnes mobilisées et 2000 congressistes qui étaient sous les bâches pour pouvoir quand même, disons, faire les travaux. Et j'avoue que la façon dont les choses se sont déroulées, on sent quand même qu'il y avait eu une très belle organisation. Et le souhait, c'est de voir quand même, disons, le chef de l'État réussir sur ce chantier-là, le chantier de la réforme du système partisan, vous voyez, et de pouvoir quand même, disons, mettre ensemble plusieurs acteurs politiques qui, malgré leurs intérêts et leur ego, quand même, disons, peuvent quand même s'asseoir et pour pondre quelque chose de bien. Mais maintenant, il ne reste que dans l'implémentation sur le terrain, puisque les questions de positionnement vont naître bientôt, et puis les intérêts et les nominations, bien d'autres choses qui naîtront bientôt. On va quand même, disons, voir en quelle mesure serait possible pour ces différents acteurs politiques qui peut-être aujourd'hui, du bout des lèvres, proclament quand même, disons, une certaine adhésion aux différents blocs, voir comment est-ce qu'ils pourront rester ensemble pour pouvoir construire quand même cet idéal politique des grands blocs en République du Bénin. Julien Kitty, juste au lendemain
du nouvel arsenal de la charte des partis politiques et le code électoral, on se disait que les caciques, les politiques béninois auront de mal à digérer au fait cet arsenal, mais c'est tout le contraire que nous constatons à travers la réussite de cette série de congrès, que ce soit celui de l'UDBN, des progressistes, des républicains, et le dernier en date, celui des républicains, ma foi, confirme davantage au fait cette volonté du chef de l'État à réussir cette réforme du système partisan. Non, mais je pense que, avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite escale vraiment sur un aspect. Je ne suis pas pour que, à des congrès constitutifs, des ténors de partis politiques, qui plus est naissants, cherchent dans la communication à vendre la taille de la mobilisation. Parce que... C'est pas si excusez-moi. La mobilisation. Non, excusez-moi, ce n'est pas... C'est un facteur essentiel. Oui, c'est un facteur, c'est un facteur essentiel, mais si on doit commencer par faire la politique en respectant l'esprit des lois qui régissent la politique, l'esprit, des principes qui régissent le jeu politique, le congrès constitutif n'est pas une occasion de grande mobilisation. C'est les membres fondateurs. Ça aurait pu se faire dans une salle. Et c'est les membres fondateurs qui sont là. Alors, au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Au lendemain du congrès constitutif... Vous n'ignorez pas qu'il faille quand même s'accommoder. Attendez. Au lendemain du congrès... Ce qui est inscrit dans l'inconscient collectif du Béninois. D'accord, je suis d'accord avec vous. Vous imaginez l'autre le faire dans un grand lieu, en pompe, et que vous résumiez votre congrès à une salle de réunion d'une centaine de personnes. Non. C'est dit, même la nouvelle charte des partis politiques dit que vous devez avoir 15 membres fondateurs par commune. On a 77 communes. Si vous avez ces gens-là, vous avez les grands ténors, vous faites un congrès. Maintenant, si vous mettez ça à la place Bioguera, le curieux, vous n'allez pas l'empêcher de venir. Mais ce n'est pas vous qui venez vendre 30 000, on va jusqu'à dire 30 000 congressistes. C'est de bonne guerre. Non, attendez. Alors, si vous dites... C'est vrai qu'il faille distinguer... Si vous dites congressiste, moi, je vous ai dit que l'un des facteurs qui me caractérise, c'est que je n'ai pas reçu l'éducation de refuser de réfléchir. Je vous dis ça, vous ne devez pas dire congressiste. Non, parce que vous n'avez pas besoin de 30 000 congressistes. Maintenant, au lendemain de ça, vous savez, j'ai vu par exemple le ministre Tonato et le ministre Aguinochi aller faire un meeting à Grand Popo au lendemain du congrès constitutif de l'Union progressiste pour dire, nous allons faire reddition de comptes, nous allons expliquer les résolutions, les actes fondamentaux de ce congrès-là à nos militants. C'est ça. Et là, vous faites maintenant les grands meetings. Je ne suis pas contre que, pour les images, on a eu grand monde, mais qu'on cherche à vendre ça, ça peut amener, c'est vrai. Oui, mais pour le bas peuple, les gens vont dire, ouais, c'est bien. Que le grand monde n'est jamais associé aux travaux intellectuels. Bon, je suis d'accord. Mais ne cherchez pas à vendre ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas que des cudas, qui savent de quoi il s'agit. Bref, c'est juste que, vous savez, il y a une nouvelle génération de Béninois qui veulent s'engager en politique ou qui s'engagent en politique. On fera jamais, moi ma génération ne fera jamais la politique de la même manière que les autres. Je les respecte très bien, les aînés. Mais elle risque de subir. Qui depuis, non, mais attendez. Elle risque de subir. Parce qu'il y a une vieille donne. Non, c'est la jeunesse, la catégorie de jeunes bien flemmards qui va subir. Je vous dis, lorsque vous êtes convaincus, vous êtes rassasiés de solutions à des problèmes qu'un peuple a, vous y allez avec tout le degré de sacrifice qu'il faut. Je reviens à votre question pour ne pas perdre du temps. Alors, lorsque vous dites qu'on s'attendait à ce que la classe politique vive très mal cette thérapie de choc proposée par Patrice Talon, accompagnée, cautionnée par l'Assemblée nationale à travers le vote de l'adoption de la nouvelle charte des partis politiques et du nouveau code électoral, que vous attendiez à ce que le personnel politique vive ça très mal. Non, c'est le personnel politique béninois dans son essence même, sa quintessence même, qui a voté la loi à l'Assemblée nationale. C'est vrai que j'ai appris, je n'ai pas eu le bonheur de regarder ça, il paraît qu'il y a des gens qui ont voté des lois à l'Assemblée nationale qui sont sortis en pleurs. Mais je n'ai pas vu ça. Pour moi, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont tous plus de 15 ans, donc ils sont majeurs, ils savent de quoi ils parlent. J'ai vu des députés de la majorité présidentielle dire, oui, nous soutenons, nous voulons qu'on vote telle loi, mais il faut telle nuance.
j'ai vu une dame comme Mme Claudine Prudencio dire oui, il faut que les douaniers participent, alors que la mouture qui était là ne permettait pas n'autorisait pas que les douaniers participent. À la fin, parce qu'elle a fait cette nuance-là, la Cour constitutionnelle donne raison après, ça veut dire quoi? On peut soutenir de façon assez éclairée. Donc le personnel politique ne devrait pas avoir du mal à le faire. Mais dans la réalité, vous et moi, nous savons très bien qu'il y a des gens qui étaient très jaloux de leur affaire. Il faut catégoriser. Vous avez la catégorie de ces personnes-là qui, pour leur bonne santé psychologique et peut-être socio-politique, on trouvait que se fondre dans la grande masse et perdre toute identité ne leur permettait pas de survivre et de pouvoir démontrer qu'ils vont grandissant. Vous prenez le cas de l'UDBN, vous allez voir que c'est à un moment, j'ai souvent donné l'image de la jeune femme promise au mariage qui parce qu'elle veut être sincère dans sa relation amoureuse, dit à son prétendant, écoutez, après les premiers pas que tu fais, tel que tu veux, là, ce qui devrait nous lier, ce n'est pas ce type de mariage. C'est que peut-être nous vivons en concubinage d'abord, peut-être que nous vivons chacun chez lui, le temps de pouvoir être solidaire, faire de la fraternité d'abord, et après on verra le reste. Et il y a eu d'autres qui, sachant qu'ils ne vont pas aller à ce mariage-là, disent, oui, nous voulons vous épouser, et opérant de l'église où le pasteur ou le prêtre était dit après, on a donné la dot, on a fait tout, dit finalement, je ne veux pas, c'est le cas de pères et autres là, mais vous avez la plupart des partis politiques qui sont membres de l'Union progressiste et du bloc républicain aujourd'hui, qui avaient déjà cette soif de se mettre ensemble. Mais les leaders arrivaient difficilement à transcender leurs égos. Mais le chef de l'État, Patrice Talon, a eu le mérite de donner ce déclic-là. Et il a eu l'intelligence politique de booster le bloc de la majorité parlementaire qui a adopté ces lois. Si jamais il n'y avait pas eu la nouvelle charte des partis politiques, il n'y avait pas eu le nouveau code électoral là, les gens auraient réussi à torpiller ce que le chef de l'État voulait faire. Aujourd'hui, le chef de l'État a un éventail de groupes politiques qui le soutiennent et qui, pour moi, donnent des signes avant-coureurs de ce que, quels que soient les schémas, ou comme on le dit en mathématiques, quels que soient les ensembles dans lesquels on va jouer, la majorité présidentielle pourra s'en sortir. Parce que vous avez le bloc républicain, vous avez l'Union progressiste, vous avez l'UDBN, qui est tous de la mouvance présidentielle, vous avez le PRD, bon, avec plus de points d'interrogation, mais qui se réclame toujours de la mouvance présidentielle, et vous avez la DUD, Dynamique unitaire pour le développement et la démocratie, de Valentin Aditi-Koulé, qui a fait sa sortie également ce week-end, qui se réclame toujours de la mouvance présidentielle. Et donc, si tout cela engrange quand même des sièges à la 8e législature, c'est le président Patrice Talon qui s'en sort, même si le vœu strict à la lettre du président Patrice Talon de ne voir que 2 blocs n'a pas pu être réalisé. Donc pour moi, je ne pense pas que c'est un exploit qu'ils aient réussi. Ces acteurs politiques-là, c'est eux-mêmes qui l'ont voulu. Julien Kiti. Et puis voilà, il devrait pouvoir, il ne peut pas préparer une tisane et renflouer la mine après pour dire que c'est compliqué à boire, quoi. C'est pas interdit. Cyriaque Dekénou. Oui. Et oui, en attendant les différentes échéances, celles de 2019, celles de 2020-2021, les blocs prennent corps. On attend que un ou deux encore de l'opposition et autres. Enfin, c'est pas de la prémonition. Les blocs. Et après? Non, bon, vous savez, il faudrait d'abord partir d'un constat. Il y a 2 constats majeurs que nous pouvons quand même faire au niveau des différentes formations politiques, analyser à la lumière des différentes chartes des partis politiques qu'on avait eues avant 2018. Vous savez, il y avait quand même, disons, une question féodale qui se posait au niveau, à la tête des différentes formations politiques. Vous avez des gens qui sont des éternels présidents. Vous voyez, on a connu le cas avec le PRD, par exemple, c'est Maître Adrien Ngouedi depuis des années. On a connu le cas avec le PSD, à Moussou Bruno, ainsi de suite. Donc, ce sont des formations politiques qui sont dirigées par des gens qui sont là. Ce sont des partis propriétaires. C'est qu'il y a une absence de démocratie à la tête
de ces différentes formations politiques. Le cas de la RB, on connaît, ce sont les Soglo et bien d'autres. Donc, c'est familial. Donc, c'est que ce qui empêchait une certaine démocratie au sein des différentes formations politiques. Et après, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il fallait finir avec ça. Le second constat, c'est la question de la transhumance. Vous savez, voici des acteurs politiques que les formations politiques portent. Il y a des gens qui ont la possibilité, lorsqu'il s'agit plutôt des cas de nomination, ou bien quand même, disons, des cas de positionnement, quand même, le parti les porte. Ils sont portés, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale et après, ils dribblent la formation politique. Soit pour créer une autre, pour concurrencer la même formation politique sur le terrain, ou soit quand même, disons, pour rentrer dans une certaine opposition vis-à-vis de cette formation politique. S'il vous plaît, j'en viens. Donc, au regard de ces deux constats, qui quand même, disons, favorisent de jour en jour l'émiettement des différentes formations politiques, ou quand même, disons, parce que je suis porté par la RB aujourd'hui et que j'ai fait mes preuves là pendant 10 ans, je me sens capable de créer une autre. Ce qui a fait que pendant tout le temps, nous avons assisté à la création des formations politiques communales, des formations politiques de quartier, d'arrondissement, ouais, des formations politiques d'arrondissement. Ce qu'il fallait combattre. Aujourd'hui, nous avons pu quand même, disons, régler ce problème. Je crois que le chef de l'État a pu régler ce problème à travers cette nouvelle charte des formations politiques qui exige 1115 membres fondateurs. Donc ce problème-là est réglé aujourd'hui définitivement. Mais l'autre aspect de la chose et qu'il faudrait suivre, c'est qu'il y aura encore des blocs qui vont se créer. Ça, soyez-en sûrs, il y aura encore des blocs qui vont se créer. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne les élections communales, il n'y a pas une question de 10%. Donc, ce qui est sûr et certain, même si les gens créent leur formation politique aujourd'hui et puis font l'expérience des élections législatives de 2019 et ne parvenaient pas à avoir quand même, disons, le quota à exiger, les 10%, ou bien les questions de repêchage, puisqu'il est dit dans le code qu'il fallait nécessairement avoir au niveau du Parlement 4 courants. Donc, il y aura certainement la question de repêchage pour les formations politiques qui, quand même, disons, dans une certaine localité, pourront sortir premières et qui, quand même, disons, n'auront pas pu mobiliser les 10% de suffrage sur le plan national. Mais, à part ceux-là, à part ces 4-là, soyez sûrs que pour les élections communales, puisqu'il n'y a pas une question de 10%, que des gens vont former leur bloc pour pouvoir aller aux élections communales, présenter des candidats et gagner. Donc, d'une certaine façon, la question de la multitude de formations politiques, elle est réglée un peu. Mais il faudra quand même, disons, qu'à la longue, que l'on puisse quand même prendre l'initiative d'inclure d'autres dispositions, surtout la disposition en ce qui concerne la transhumance politique. C'est surtout ça ce qui me préoccupe. Le code n'exclut pas cette infidélité au lendemain des élections. Aujourd'hui, là où nous sommes dans un contexte où demain, vous savez, lorsqu'il s'agira peut-être de choisir le prochain président de l'Assemblée nationale, que vous allez voir, que ce soit dans le rang des progressistes, que ce soit dans le rang des républicains, que des gens certainement quand même, disons, feront volte-face sans que l'on ne le sache. L'autre aspect de la chose qu'il faudrait souligner, en 2021, sachez que nous allons également encore assister à un bouleversement de la classe politique. Parce que pour le choix des candidats, certaines personnes, parce que n'ayant pas été mieux positionnés comme il aurait espéré, quand même, disons, vont tourner dos à la mouvance certainement. Donc, du moment où il n'y a pas quand même, disons, cette loi-là qui empêche l'intéressé de quitter, qui empêche l'intéressé de faire cette transhumance politique-là, soyez sûr que, qu'on le veuille ou pas, nos acteurs politiques, à quelques exceptions près, sont connus quand même, disons, sans leur manque de respect. Autrement dit, Cyriaque Dekeno n'exclut pas la dislocation de ces fameux blocs en constitution d'ici quelques années. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas du tout exclu. Ce n'est pas du tout exclu. Non, moi je pense prendre le contre-pied d'un aspect de l'intervention de mon vis-à-vis, à savoir qu'il faut faire très attention à quelque chose dans cette vague d'éléments arrangés au registre de la réforme du système partisan. Si vous réglez la question du système partisan de façon militaire, de façon mécanique, en disant comme si vous aviez des animaux en face à qui il faut mettre des cages en fer de... Ce qui n'est pas le cas. Attendez, en fer qu'on utilise pour faire les bétons.
Vous allez emprisonner physiquement les gens, les confiner dans des groupes, mais vous n'allez pas embrigader leur cervelle. C'est déjà bien qu'on ait donné plusieurs fois, depuis 90, il y a eu des tentatives de regroupement. D'accord? Tout le monde était d'accord que ce n'était plus bien, ce n'était même pas bien séant pour notre image, l'image de notre démocratie, d'avoir 250 partis politiques enregistrés. Quand vous y ajoutez les autres qui sont en cours d'enregistrement, c'est que c'est énorme. Le multipartisme intégral devrait-il être appliqué avec tant de libertinage? Non. Mais en fait, le législateur en 90 ne cherchait pas à dire chaque famille peut créer son parti politique. C'est que derrière cette disposition, on comptait sur la bonne conscience de ceux qui devraient porter les partis politiques. Mais au lendemain de la Constitution, l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, eh bien, il n'y avait pas autant de partis politiques. D'accord? Parce que les gens étaient convaincus de choses, il y a des choses qui les unissaient. C'est que de 90, d'accord, 10 ans après, 15 ans après, les partis politiques n'ont pas assuré la formation des militants. Donc, au fil des générations, au fil des mandats, il y avait des générations spontanées de membres de partis politiques qui ne connaissaient pas l'idéologie du parti dans lequel ils militent. Qui ne savaient pas... C'était aller dans un parti politique parce qu'au lieu, là où on donnait 2000 francs dans l'autre parti politique, si on donne 5000. Il y a des gens qui allaient dans un parti politique parce que c'est un parent à soi qui est devenu ministre et qui s'est découvert les talents d'homme politique et de président de parti. Il y a des gens qui étaient dans des partis politiques parce qu'ils travaillaient dans un ministère ou dans une entreprise où le patron de l'entreprise est chef de parti ou bien il est lié à quelqu'un. Donc vous y allez parce que votre chef est là. Vous y allez donc pour sauvegarder votre emploi. Alors que le militantisme, un militant d'un parti politique suppose que celui-là connaît l'idéologie du parti politique, il s'est engagé, il maîtrise les structures du parti politique, il milite au sein de cette structure-là, il est formé et il donne son point de vue. Il fait ses cotisations, ce qui fait qu'en évoluant dans le parti politique, il ne permet pas même aux dirigeants numéro 1 du parti politique de venir lui imposer quelque chose. Vous avez indexé tout à l'heure la question de féodalité à la tête des partis politiques. Ça arrangeait les leaders politiques en ce moment aussi de voir les militants être dans l'ignorance. Quand les militants ne payaient pas les cotisations, ça ne leur disait rien parce que tout compte fait, ils allaient mettre l'argent et s'en sortir et dicter leur loi. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, si vous dites que pour les communales aussi, pour les municipales, les élections locales aussi, il faut quadriller les choses au point où la question de la transhumance soit réglée par l'obligation faite à la personne qui est élue. Moi, je n'encourage pas la transhumance. Mais un militant bien formé à la cause de son parti politique, à qui on a donné des espaces d'expression au sein du parti politique, je pense qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, pour l'enlever à ce parti politique, c'est compliqué. Parce qu'il ne craint pas qu'il ne soit pas positionné parce que le président ne l'aime pas. Julien Kitty. Il a de la base derrière lui. Et donc, si on tente de le brimer, on aura affaire à cette base-là. C'est parce qu'on a aujourd'hui, même les députés qui sont à l'Assemblée nationale, il faut transhumance parce que, mais vous avez des députés, excusez-moi, j'en aurais fini, vous avez des députés aujourd'hui, mais ils finissent la 7e législature là. Mais ils n'ont pas pour base, ils ne sont pas capables de désigner un quartier comme fief électoral. Parce que ce n'est pas avec, ils n'ont pas été pointés par une base pour aller à l'Assemblée nationale. Ils ont été positionnés par des jeux d'intervention. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les partis politiques aujourd'hui... Qu'il y en a qui sont élus par hasard? Oui, oui, j'en connais qui se sont découverts majeurs, on a dit qu'ils sont élus. Je vous laisse rapidement réagir avant la toute dernière question. Je voudrais... Il ne faut pas tuer complètement la démocratie, la liberté des gens au sein des partis politiques. Vous savez, c'est que je ne partage pas cette foi de Julien Kitty aux adeptes en la tête politique. Il ne faut pas non plus regarder les leaders politiques Julien Kitty comme des impropres. Julien Kitty, Syriac de Kenou, il me semble qu'il y a une insuffisance sensible de l'arsenal juridique actuel qui nous échappe. On l'a bien dit, plus de partis familles, mais de grands partis nationaux, n'est-ce pas? Alors, et si tous les anciens partis se constituaient en de grands partis?
Oui, si tous les anciens partis se constituaient en de grands partis, ça va être sur papier que tout le monde peut se constituer en grand parti. En ayant donc les 15 membres fondateurs par commune, fois 77. Mais tous les partis qui se seraient conformés à ce nouvel arsenal juridique ne seront pas capables de devenir grands. La sélection darwinienne nous enseigne que dans un jeu, dans une compétition, il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas été préparés pour faire la compétition, ils n'ont pas les reins suffisamment solides, eh bien, ils meurent d'eux-mêmes. D'accord? C'est ça le respect strict de la liberté pour les gens de... D'accord. Vous savez, je l'ai martelé la dernière fois sur l'une de vos chaînes partenaires que, vous savez, nous sommes dans un environnement politique où le courage politique est très souvent mal perçu. Vous savez, lorsqu'il y a eu une réforme aussi majeure et que vous vous décidez et que vous vous dites, bon, ok, il n'y a pas de souci, moi, en ce qui concerne ma formation politique, ma base électorale et moi, nous décidons quand même, disons, de nous conformer à ça là. Et au lieu d'aller nous fondre, c'est que vous êtes très mal perçus. Et puis les gens... Il y a des gens qui font de la fixation sur les facteurs d'échec. Vous dites, vous devez échouer parce que vous avez décidé d'aller... Vous savez, en fait, les gens ont tellement de mauvaises interprétations et puis on vous prête de fausses intentions. C'est pour dire, vous savez, vous avez posé une toute première question à Gilles Léandre Kitty, c'est quand même, disons, de savoir si quand même ce n'était pas difficile pour les acteurs de s'y conformer. Et puis il a dit non. Vous savez, la raison fondamentale pour laquelle, c'est parce qu'en République du Bénin, je crois qu'au lendemain des élections présidentielles au Bénin, il n'existait plus. Il n'existait plus, à l'exception du PRD, des formations politiques aussi crédibles que ça. Pourquoi? Vous savez, voici des formations politiques. D'autres sont allés vendre le logo, les militants ont quitté. D'autres sont allés soutenir telle personne et les militants ont quitté. Il y a eu également aussi le cas des FCBE où quand même, disons, la majeure partie des forces qui la composaient quand même, disons, étaient parties. Donc, vous avez des... Il y a la RB et le PSD qui sont devenus bicéphales. Donc vous avez également aussi des formations politiques dont les dossiers étaient au tribunal, devant les tribunaux. Donc, vous savez, ceux-là, à la veille d'une élection aussi importante que celle des législatives de 2019, quand même, disons, n'avaient aucun autre problème que d'aller quand même, disons, se fondre dans un grand ensemble. Parce qu'ils savaient que, bon, de toutes les façons, ils sont peut-être à peine 2 ou 4 qui existaient encore et qui avaient quand même, disons, cette volonté de s'afficher encore sur la scène politique. Donc, ce que je voudrais dire, pour conclure, c'est ceci, c'est que la charte, elle a été certes votée. Ça, c'est bien. Mais c'est mal connaître l'acteur politique béninois. C'est comme quand même, disons, la chicotte pour dresser l'enfant. Lorsque l'enfant commence pas à atteindre un certain âge, la chicotte que l'enfant trouvait peut-être comme « Ah, je ne ferai pas telle et telle chose là ». Demain, là, il dit « Non, laisse papa, il va crier seulement ». C'est pour dire quoi? Lorsque la charte des partis avait été votée et que le code avait été voté, on criait 250 millions. Ah, c'était trop. On criait 1115 membres fondateurs. Oh, c'était trop. Mais on se rend compte de ce qu'au fil des jours, ça ne devenait plus rien pour les gens. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle je disais ceci. Lorsque demain, les acteurs politiques qui composent ces différents blocs n'auront plus leur intérêt dans ce camp, ou bien lorsque, à la veille des positionnements, des gens verront la liste sortie au niveau de la Sénat et que leur nom, quand même, disons, n'y figurait pas, soyez sûrs et certains que beaucoup de personnalités qui aujourd'hui composent ces différents blocs vont les quitter. Oui, mais ils n'auront pas, précisons que s'ils quittent, ils n'auront pas la possibilité de se positionner sur une autre liste pour la même élection. Non, ça, au moins, la loi ils auront à attendre une autre échéance, enfin, le temps de se constituer peut-être en d'autres grands partis. Bon, d'accord, merci Jules. Merci Jules. Toute une série de questions restent encore non abordées. Combien seront-ils pour les législatives, ces blocs, enfin ces grands partis? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous pour même l'expression de votre inquiétude ou bien de votre... Non, il y avait plus de 250 partis. Maintenant, même si on a 10 blocs, même si les opposants là, même si les oppositions aussi à 3 blocs, la question n'est pas abordée, c'est déjà réduit. Aux dernières élections législatives, je crois qu'il y avait quand même 14 formations politiques. Aujourd'hui, on aura moins de ça. Donc là, c'est déjà bon. Le souci, c'est que si déjà aujourd'hui, on pourrait avoir moins que ça, c'est déjà je crois que ce serait déjà une très bonne chose. Également aussi, au niveau de l'opposition. Syriac Dekenou, c'est terminé pour ce...
Et vous allez avoir, vous l'avez dit, des partis qui vont surprendre, des partis qui sont constitués. On pense qu'ils ne sont pas grand bloc, qui vont démontrer qu'ils sont nés avec les dents, parce que celui qui détient le pouvoir aujourd'hui, c'est le peuple électeur. On attend de voir tout ceci. Ce n'est pas si loin que ça. Et il y a des gens qui seront politiquement enterrés. Ça, qui se le disent très clairement. Ils peuvent être à la tête. Nous avons tout le temps de revenir à ces derniers détails. Merci à vous.